On parle ici d'une histoire assez incroyable. En moins de 80 ans, une nation de nomades, venue d'une des régions les plus pauvres du monde, a réussi à forger le plus grand empire terrestre de toute l'histoire. Un territoire immense qui s'étendait de la mer du Japon jusqu'aux portes de l'Europe. Alors la question c'est comment? Comment une telle chose a-t-elle été possible? Allez, on va décrypter ensemble cette ascension absolument fulgurante. Pour bien comprendre le phénomène mongol, il faut d'abord saisir la terreur qui l'inspirait. Prenons l'année 1258. L'armée mongole débarque aux portes de Bagdad. Et là, ce n'est pas juste une force d'invasion, non, c'est comme une marée humaine, une société entière qui se déplace. Sa réputation la précède. Le calife, qui a osé tenir tête, va le payer très cher. Et c'est justement cette efficacité terrifiante qui paralysait ses ennemis et qui a nourri son expansion. Et ça nous amène vraiment à la question centrale. Comment un peuple qui, une génération avant, ne connaissait même pas l'écriture, qui vivait de chasse, de cueillette, comment ce peuple a-t-il pu conquérir des civilisations millénaires et gérer un territoire aussi gigantesque? Ce n'est pas qu'une histoire de conquête, c'est bien plus que ça, c'est l'histoire d'une transformation radicale. Pour y répondre, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va commencer par l'homme, qui est à l'origine de tout. Puis, on verra comment il a forgé une nation, comment il a créé son armée, quelles ont été les conséquences de ses conquêtes, et pour finir, l'héritage qu'il a laissé au monde. Tout part d'un seul homme. Bien avant l'Empire, avant la terreur et les conquêtes, il y avait juste un enfant, né dans un monde d'une violence inouïe, un monde de trahison. Et son destin semblait tout sauf glorieux. Son nom, c'était Temujin. L'enfance de Temujin, c'est une véritable succession de désastres. Il a à peine 8 ou 9 ans quand son père, un chef de clan respecté, se fait empoisonner. Et là, c'est la chute libre. Sa propre famille est abandonnée, laissée pour morte au milieu de la steppe. La survie devient un combat de tous les jours, un combat si rude qu'il va le pousser à tuer son propre demi-frère pour une simple dispute de chasse, avant d'être lui-même capturé et réduit en esclavage. C'est vraiment le point le plus bas de son existence. C'est cette série d'épreuves qui va forger en lui une ambition et une méfiance sans aucune limite. La dégringolade est brutale. Du jour au lendemain, le fils d'un chef respecté devient un paria. Il est obligé de chasser et même de pêcher pour survivre, ce qui était vu comme une activité déshonorante pour un nomade des steppes. Mais c'est précisément cette enfance misérable qui a forgé sa volonté de faire, sa résilience hors du commun, les qualités exactes qui seront la clé de son incroyable ascension. Voyons maintenant comment Temujin a transformé sa propre lutte pour la survie en une quête pour le pouvoir absolu. Son objectif, unifier la steppe mongole, qui à l'époque était complètement déchirée par des guerres tribales incessantes. Une fois libre, Temujin ne cherche pas juste la vengeance. Non, il veut la domination totale. Sa campagne pour unifier la steppe est méthodique, implacable. D'abord, il anéantit les Tatars, ceux qui ont assassiné son père. Ensuite, il trahit son ancien protecteur, Togrul. Puis, il écrase les puissants Naiman. Et enfin, il fait face à son pire ennemi, son ami d'enfance, Jamukha. En seulement quelques années, par la ruse et la force brute, il devient le seul maître de la steppe. En 1206, une fois la steppe unifiée, Temujin convoque un grand Kurultai. C'est un moment absolument décisif. Cette assemblée de tous les chefs ne fait pas que reconnaître sa victoire, elle légitime son pouvoir, elle le proclame chef suprême de la toute nouvelle nation qu'il vient de créer de toutes pièces. C'est à ce moment-là, durant ce fameux Kurultai, que Temujin abandonne son nom de naissance. Il prend le titre de Genghis Khan, ce qui veut dire « souverain universel ». Ce n'est pas juste un changement de nom, c'est la proclamation d'une nouvelle ère. L'homme qui n'était qu'un esclave est maintenant le maître incontesté de tous les peuples de la steppe. Alors, comment on passe de l'unification de quelques tribus nomades à la conquête du monde connu? Le génie de Genghis Khan, ce n'est pas seulement sa capacité à gagner des batailles, c'est surtout sa capacité à transformer la société mongole tout entière en une formidable machine de guerre. La vraie révolution de Genghis Khan, elle n'est pas que militaire, elle est avant tout sociale. Il fait voler en éclats la structure tribale qui définissait la vie dans la steppe depuis des siècles. C'est fini, le pouvoir basé sur la naissance. Place à la méritocratie. L'armée, et donc toute la société, est réorganisée en unités de 10, 100, 1000. Un homme n'appartient plus à son clan, il appartient à son unité. Cette détribalisation a créé une armée incroyablement homogène et loyale, non pas à un chef de clan, mais à Genghis Khan lui-même. Au final, après cette réorganisation, il se retrouve à la tête d'une force d'environ 105 000 hommes. Le chiffre peut sembler modeste, mais attention, c'est une armée d'une discipline, d'une cohésion et d'une mobilité jamais vues, prête à être lâchée sur le reste du monde.
Sur le champ de bataille, la supériorité tactique du guerrier mongol est juste écrasante. Il faut bien voir le contraste. D'un côté, on a le chevalier européen engoncé dans son armure lourde, lent, qui se bat pour son honneur personnel, et de l'autre, le cavalier archer mongol. Léger, mobile, il a plusieurs chevaux de rechange pour ne jamais s'arrêter, son arme principale, l'arc composite, est plus puissante et a plus de portée, mais surtout il ne se bat jamais seul, il fait partie d'une unité parfaitement huilée, une pièce dans une machine de guerre implacable. Avec cette armée et cette société totalement réformée, Genghis Khan et ses successeurs vont se lancer dans des conquêtes sans précédent. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui est arrivé après cette vague de destruction. Une période de paix et d'échange complètement unique dans l'histoire. C'est ça, le grand paradoxe de l'Empire mongol. Après des conquêtes d'une brutalité qu'on peine à imaginer, l'unification d'un territoire aussi vaste a créé une période de paix forcée, la Pax Mongolica. Pour la première fois de l'histoire, une seule autorité contrôlait l'immense étendue entre la Chine et l'Europe. Comment on fait pour administrer un territoire aussi gigantesque ? Eh bien d'abord avec le YAM, un réseau incroyable de relais postaux qui permettait de transmettre des messages à une vitesse stupéfiante pour l'époque. Ensuite, en sécurisant les routes commerciales, surtout la fameuse route de la soie, qui est devenue plus sûre que jamais. Ça a favorisé un commerce florissant. Et on ajoute à ça une politique de tolérance religieuse pour éviter les guerres internes. Le résultat, une circulation des idées, des technologies, des marchandises qui a connecté le monde comme jamais auparavant. Mais la question, c'est un empire aussi immense, bâti aussi vite par un seul homme, pouvait-il vraiment lui survivre ? On arrive à la dernière partie, pour voir comment cet héritage a réussi à la fois à perdurer et à se fracturer. Après la mort de Genghis Khan et surtout après le règne de ses petits-fils, l'empire commence à se fissurer. Les distances sont trop grandes, les cultures locales trop différentes et les rivalités entre ses descendants trop fortes. Ça mène à une fracture en 4 grands khanats, la dynastie Won en Chine, l'Ilkhanat en Perse, la Horde d'Or en Russie et le Khanat de Jagatai en Asie centrale. Et même si en théorie ils sont encore unis, en pratique, ces États deviennent très vite indépendants et suivent leurs propres intérêts. Alors, au final, comment définir Genghis Khan et son empire ? Était-ce un tyran sanguinaire, responsable de la mort de millions de personnes ? Absolument. Était-ce un conquérant de génie qui a créé une nation à partir de rien ? Sans aucun doute. Mais était-il aussi, peut-être sans le vouloir, le premier grand mondialisateur, celui qui a brutalement connecté l'Est et l'Ouest et qui a d'une certaine manière préparé le terrain pour le monde moderne ? La réponse est loin d'être simple. Et c'est peut-être là que se trouve son héritage le plus fascinant.